Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du cyclisme, pour faire le débrief plutôt de Milan-Turin. On va revenir sur la course en faisant le débrief du classement, en faisant un débrief du classement en sens inverse. Ce qu'on fait parfois sur les contre-la-montre, on va faire ça sur cette course, donc ça va être un débrief, je pense pas très long, mais voilà, il s'est pas passé non plus 10 000 choses sur cette épreuve, mais c'est quand même une course importante du calendrier, parce que je rappelle que c'est la course la plus ancienne de l'histoire du calendrier cycliste professionnel. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire eh bien, qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez vu la course ou si vous êtes concentré sur nos que le course. Et puis n'hésitez pas à faire un super thanks, seulement si vous avez les moyens, ça c'est dans les commentaires, et puis à cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dès que vous voyez une vidéo mise en ligne. Pas de vidéo pour le moment biathlon sur ce qui s'est passé à Pokljuka. J'ai enregistré une vidéo, pour tout vous dire. Mais j'ai l'impression que ça se voit vraiment que je me suis fait chier pendant ce week-end à Pokljuka, donc je suis pas très satisfait de la qualité de la vidéo, pour tout vous dire, et donc je sais pas si je vais la sortir. Donc si je la sors pas, on fera un débrief des 2 derniers week-ends, sinon sur la fin, mais ouais, en fait je me suis très clairement, j'ai regardé les courses, hein, mais j'ai pas pris de plaisir à regarder les courses. Je suis d'accord avec Emilien Jacquelin, il y a un peu trop de courses de biathlon, je trouve, dans l'année. Et surtout, je pense qu'elles sont pas super bien réparties. En mars, je pense que les gens ils sont concentrés sur d'autres sports. Ça serait peut-être bien d'avoir moins d'épreuves en mars et peut-être un peu plus d'épreuves décembre, janvier, où là il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à faire et de réfléchir, notamment pourquoi pas avoir un week-end au niveau du jour de l'an ou entre les deux fêtes, d'avoir quelque chose pendant les fêtes de Noël, parce que c'est quand même le seul sport d'hiver où il n'y a rien pendant les fêtes de Noël. Beaucoup de sports d'hiver maintenant ont des compétitions entre les fêtes. Là, il y aura peut-être quelque chose à tenter également. Bon, on commence tout de suite avec ce Milan-Turin, parce que j'ai dit que je voulais pas que la vidéo soit trop longue, et elle va être quand même longue. On va reprendre le classement en sens inverse. On va commencer avec, Harold Terrada, 51e aujourd'hui du côté de Terrada. Assez surpris que Terrada n'ait pas réussi à suivre avec les meilleurs. Parce que c'est vrai que c'est un parcours où ça se concentrait surtout sur deux bosses dans les 15 derniers kilomètres. Hein. C'était en fait 170 km de plat grosso modo et 20 km de bosse répartis sur deux côtes. C'est vrai que Terrada, je me disais, bon, ça sent quand même l'arrivée à Superga, ça sent la montée sèche. En gros, tout le monde se fait le sprint dans cette montée. Je m'étais dit, putain, Terrada, vu ce qu'il a montré à Paris-Nice, ça peut être vraiment un coureur très solide. Peut-être qu'il a eu un petit peu de mal, voilà, à récupérer de Paris-Nice. C'est vrai qu'il a fini dimanche. L'autre course était mercredi, donc je pense qu'il a le temps de revenir à la maison, de rapatrier les affaires, de refaire un autre sac et de repartir. Voilà, ça a peut-être été un petit peu compliqué en termes de récupération et en termes de massage. Donc ça explique peut-être la performance moyenne de ce coureur. Je voudrais également vous montrer du côté de la Movistar. Pourquoi la Movistar? Pescador fait 50e. En fait, la Movistar est un petit peu passée à côté du côté de cette formation. Je crois que c'est Milesi qui est le mieux classé à l'arrivée. Si je remonte rapidement, parce que je sais qu'il n'y a pas de Movistar dans le top 10. On s'est un peu raté, voilà, du côté de cette équipe. C'est vrai que c'est une formation qui a tendance à pas mal courir, parfois sans forcément emmener des grosses équipes. Je me dis, parfois il faudrait peut-être être un peu plus intelligent, ne pas forcément vouloir aller sur 50 000 courses du calendrier, mais peut-être être plus efficace. Par exemple, la Visma est une équipe qui court assez peu. La DSM aussi, enfin maintenant la Picnic n'est pas forcément l'équipe qui court le plus, mais ils essayent de viser quand même des objectifs. Et là, on a l'impression que du côté de la Movistar, on était juste là pour faire le nombre. Quant à le premier coureur de l'équipe, en gros, qui est 37e, qui marque quasiment pas de points UCI, je vois peu l'intérêt de venir du côté de Milan-Turin. Donc soit on venait avec de l'ambition, et pour faire un résultat, soit on venait pas, parce que là, je vois pas vraiment l'intérêt. Kovi
Très intéressant Kobe du côté de la UAE. Il a fait le job pour ses leaders, mais je l'ai trouvé très percutant au tout début de la montée. Il y a même Adam Yates qui avait un peu du mal à suivre à ce moment-là. C'est intéressant parce que c'est vrai que Kobe est un petit peu aux abonnés absents depuis 1 an et demi. Vous savez que c'est un coureur que j'aimais énormément. Alessandro Kobe, je trouvais que c'était un coureur qui était très polyvalent. Notamment, j'avais adoré l'étape des chemins en blanc qu'il avait fait il y a quelques années sur le Giro, mais là, il a été en difficulté ces derniers temps, et de le revoir déjà avec un rôle un peu plus important du côté de la UAE, c'est intéressant. On remonte un petit peu dans ce classement pour voir Jonas Rutsch, 43e. Belle échappée du coureur d'Intermarché, qui a été extrêmement présent, repris à 4 bornes de l'arrivée, seulement Jonas Rutsch, alors que l'échappée n'a pas eu tant d'avance que ça au final, pour un final qui était aussi compliqué. Donc vraiment extrêmement costaud du côté de Jonas Rutsch, qui a été extrêmement efficace. Le coureur allemand de l'Intermarché, Wanty. Donc j'ai bien aimé ce qu'il a fait Jonas Rutsch, et il faudra voir ce que ça peut donner sur les classiques, parce que c'est quand même plus un coureur, un routier sprinter, c'est plutôt dans ce rôle-là Jonas Rutsch, mais là aujourd'hui il a profité du fait que chez Intermarché il n'y avait peut-être pas forcément 150 coureurs au départ, et surtout des coureurs qui étaient en capacité de faire un résultat pour faire une belle course aujourd'hui, en passant que c'est quand même inquiétant du côté d'Intermarché, parce qu'on parle assez peu de cette équipe pour le moment, parce qu'elle avait un petit peu de marge au niveau du classement UCI. Aucune victoire en 2025. On commence à attaquer le mois de mars, quand on n'a pas encore gagné au mois de mars. Voilà, ça commence un petit peu mettre la pression dans l'équipe belge. Et même s'ils ont renouvelé leur sponsoring, grâce notamment au résultat de Binyam Guermey, ça serait bien d'essayer de taquiner un petit peu la victoire, pas taquiner du goujon, mais essayer de récupérer une petite victoire, parce que là, en ce moment, c'est pas foncièrement fantastique. Je remonte un petit peu du côté d'Israël. Parce que là, vous voyez Pao Marty et Nick Schulz. Journée compliquée pour Israël. Michael Woods a abandonné. George Bennett fait 25e. Riley Sheehan, lui, n'avait pas pris le départ. Donc, c'est pas une très très grande journée du côté de cette formation. On voit également Giovanni Carboni, 35e. On aurait pu s'attendre un petit peu mieux du côté de Giovanni Carboni, qui avait fait un bon trophée Leguelia, mais on rappelle également que du côté du trophée Leguelia, c'était pas le meilleur dans la bosse de cette montée. Il était surtout revenu de l'arrière du côté du trophée Leguelia, donc peut-être qu'on s'est fait un petit peu leurrer par le coureur italien sur cette épreuve, qui avait réussi à ressortir, mais sur le plat et pas forcément en bosse. Donc c'était peut-être un peu trop compliqué pour lui, pour le coureur de la Unibet Tetiema Rockets, l'équipe notamment de Lucas Kubis. Ça sera du côté de Knuckle Course. Du côté... On remonte encore du côté de ce classement. Pierre Latour, 32e. Bon, quand il n'y a pas de descente, c'est quand même... Enfin, quand il n'y a pas de longue descente trop technique, ça va quand même pas trop mal pour lui. Donc, je dirais qu'un résultat... c'est presque son meilleur résultat de la saison pour le moment. Donc, il faudra se contenter de ça. Kevin Vermarke. Ouais, petite déception pour le coureur de la Picnic PostNL. J'avais pas l'impression que c'était trop dur pour lui, mais il a vraiment explosé assez vite dans cette montée. Par contre, belle performance d'un jeune coureur colombien, Juan Guillermo Martinez. Lui, il est très jeune. 20 ans seulement, vous savez que la Picnic PostNL habituée à recruter des jeunes coureurs. Il était dans l'équipe de développement de la Q36. Bon résultat, il a été notamment sur le Tour de Wanda 8e, et c'est vrai que c'est pas toujours simple quand vous avez commencé dans des destinations outre-Europe de revenir sur des épreuves comme ça, et il fera notamment le Alpe Isère Tour, le Tour de la Vallée d'Aoste également, et le Tour de Suisse au programme de ce jeune Colombien, que l'on suivra attentivement, parce qu'à 20 ans, il fait quand même déjà 24, et devant Vermarke, donc plutôt intéressant. On voit également les Kern Pharma qui ont fait un tiers groupé
le top 25, mais qui n'ont pas réussi à faire mieux, que ça soit Para, Sosa ou encore Urko Berade. Sosa qui essaye de retrouver un petit peu des couleurs après une période un petit peu compliquée, notamment chez Movistar. Et puis, belle performance quand même du coureur de Continental, Narom Zerey, érythréen, du côté du team JCL, le team Ukyo. C'est peut-être bien montré dans d'autres formations, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est assez suivie. Puis là, on va remonter un petit peu le top 10 avec Carapaz, seulement 16e aujourd'hui, Richard Carapaz, derrière Damian Hawson, juste devant David de la Cruz. Début de saison un peu compliqué du côté de Richard Carapaz, j'ai envie de dire un peu comme il y a 2 ans, où il avait eu également une première partie de saison où il n'y avait pas eu forcément de résultats, et puis ensuite il y avait eu la chute sur le Tour de France. Mais ouais, un début d'année poussif, voilà. Certes, il y a eu quelques résultats, mais c'est quand même trop faiblard pour moi du côté de Richard Carapaz. Donc c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux. J'avais oublié du côté de la Movistar, j'avais pas vu qu'il y avait Rubio qui avait fait 5e. J'avais raté dans la remontée du classement. Pardon, mais du côté de Carapaz, oui, petite déception pour moi. Comme Marc Hirschi. Très surprenant quand même Marc Hirschi, parce que là j'ai l'impression qu'aujourd'hui Storer est travaillé pour Marc Hirschi. J'ai eu ce sentiment-là, on voit qu'il regardait beaucoup derrière lui, Storer, et pour moi ça convenait de toute manière plus à Marc Hirschi qu'à Storer, ce type de finale-là. Mais il a un peu explosé en plein vol Hirschi, et c'est quand même surprenant parce qu'il était très bon tout début janvier, pour ceux qui se souviennent, en tout début de saison du côté de Valence, et j'ai l'impression qu'il était peut-être en forme trop tôt, trop vite, et que là, en ce moment, il a un peu du mal à relancer la machine, Marc Hirschi, parce que c'est vrai que les dernières courses que j'ai vues du coureur suisse, j'ai pas vraiment été impressionné, notamment du côté de Tirreno Adriatico, où je l'ai trouvé assez transparent sur cette course. Jordan Gégat, 13e. Pour l'instant, derrière Steph Kras notamment. Mais Steph Kras qui avait pris froid sur Paris-Nice il y a une semaine, il était en crise d'hypothermie, donc pas forcément facile de revenir. Du côté de Jordan Gégat, j'aurais envie qu'il passe un cap. Pour l'instant, il passe pas encore un cap. Voilà. Donc j'aimerais qu'il passe un cap aujourd'hui, très clairement, Jordan Gégat. Je trouve qu'il n'arrive pas encore à le passer. Donc voilà, je reste un peu sur ma faim du côté du coureur français. Là, certes, il devance Hirschi, mais qui n'était pas vraiment en très grande forme. Carapaz aussi. Mais quand tu regardes derrière, on n'est pas forcément sur des très gros noms du peloton international. Moi, j'attends qu'aujourd'hui, il arrive à rivaliser beaucoup plus avec ses top coureurs. Donc, ouais, petite déception pour moi du côté de G4, mais c'est toujours compliqué de confirmer. L'année dernière, c'était la découverte de Jordan Gégat, enfin la découverte au haut niveau de Jordan Gégat. Derrière, il faut confirmer. C'est rarement simple de confirmer. Et souvent, on déçoit. Et c'est peut-être un peu mon cas. Du côté d'Astana, on a marqué des gros points avec Fortunato et Harold Martin Lopez. Et ça fait du mal à la Picnic ou encore à Cofidis, qui n'était pas présent sur cette épreuve. La Cofidis et la Picnic, donc, qui n'a pas marqué beaucoup de points. Et puis donc Cepeda, qui a profité du fait que Carapaz n'était pas en très grande forme, l'équatorien, pour réussir à avoir des résultats. On rappelle que les deux sont équatoriens. Cepeda, c'est de la même famille. Il y a 2 Cepeda qui sont cousins, je rappelle. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis les frères Allan Johannesson, 6 et 3. Très bien. Non, mais c'est vrai que je leur ai quand même suffisamment reproché de ne pas avoir le niveau de performance qu'ils avaient chez les Espoirs, et notamment sur le Tour de l'Avenir. On en avait parlé, on en a encore parlé cette semaine quand on a parlé de Tian Uijtebroek, notamment. Et c'est vrai que Tobias Allan Johannesson, j'avais dit déjà au moment de Tirreno, il fait 11e, c'est quand même mieux que d'habitude. Par contre, Anders, on n'avait pas forcément vu encore de très bonnes choses. Et là, il a fait un énorme travail d'équipier, Anders Allan Johannesson, pour son frère. Il a vraiment emmené le groupe.
Donc il faudra voir comment ça tient dans le reste de l'année du côté d'Anders Allan Johannessen. Mais il a été plutôt intéressant. Et du côté de Tobias, on retrouve un peu le Tobias qu'on avait vu l'an dernier, notamment du côté de la Classique VAR. Ça reste quand même un coureur qui a du mal à gagner, je trouve. C'est un coureur qui est très bon, qui se montre, ok, mais c'est pas un gagneur. Parce que là, aujourd'hui, je trouve que dans le final, par rapport à Del Toro, peut-être pas, mais par rapport à Ben Tullet, il a une meilleure pointe de vitesse que Ben Tullet. Donc le fait de craquer 1,5 km, 1,6 km, où il décide de réaccélérer à ce moment-là, alors qu'il sait qu'il a son frère qui est derrière, qui est équipier, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour lui à relancer le rythme. Et il y aurait peut-être eu plus intérêt à attendre son frère, qui était un petit peu distancé à ce moment-là. C'est lui qui décide d'emmener, sauf que forcément, il s'est cramé. Dans le dernier kilomètre, c'est lui qui emmène une grande partie. Et je pense que ça a été une erreur du côté de Tobias Allan Johannessen, parce qu'on sait que c'est un coureur qui a une grosse pointe de vitesse. Il l'a montré à plusieurs reprises, sauf qu'il faut qu'il se fasse un peu plus confiance. Alors après, c'est aussi un coureur qui n'a pas forcément eu de grands résultats l'an dernier, à part du côté de la Classique VAR. Et je pense qu'il a besoin de retrouver de la confiance. Mais dommageable, voilà, pour ce coureur-là, parce qu'on aurait pu s'attendre à mieux. Voilà, je pense dans la stratégie, ce qui aurait pu faire encore un meilleur résultat. Par contre, c'est des gros points du côté de la Uno X. Notamment pour tenter d'aller chercher la montée ou au moins la qualification directe pour les épreuves World Tour l'an prochain. Et ça va être le vrai objectif de cette formation. Donc Enea Rubio, oui, j'avais oublié, voilà, Enea Rubio 5e aujourd'hui, donc une performance correcte du Colombien qu'on avait vu, il était sur une des deux courses, Tirreno, voilà, mais on l'a quasiment pas vu, voilà, sur Tirreno. Pourtant, son chrono n'était pas exceptionnel, mais il a fait pire dans sa carrière. Mais il a été discret, oui, je vois 25e sur l'étape 6 par exemple, 44e sur l'étape 4, c'était pas forcément dingue, donc pas forcément des gros résultats pour le Colombien qui prépare le Giro et je pense qu'il a envie d'avoir des résultats avant peut-être le Tour des Alpes. Je pense le mois prochain. Là, il va repartir en stage, je pense, avant le Tour des Alpes. Après ce bloc où il a fait à la fois l'UAE Tour et derrière Tirreno, où il a enchaîné ces deux épreuves. Et puis je termine donc avec les deux premiers du jour. Ben Tullet. Ouais, il avait déjà été bon Ben Tullet en début de saison, on l'avait déjà vu. Là, du côté de Visma, c'était le seul leader, c'était plutôt une équipe pas exceptionnelle, même du côté de la Visma, on n'avait pas forcément emmené la grosse formation avec Tosh van der Sande ou encore Nordhagen, avec pas mal de jeunes coureurs en plus, donc il n'y avait pas forcément beaucoup d'expérience du haut niveau. Et c'est vrai que Ben Tullet s'est retrouvé seul très vite, quasiment dès les premières montées, il s'est retrouvé vite seul, Ben Tullet, et il s'est quand même extrêmement bien débrouillé pour pas faire l'effort de trop. Il était toujours extrêmement bien placé, donc il peut être content de ce qu'il a fait, Ben Tullet. Et c'est vrai que quand on regarde ses résultats, je crois que c'était je sais plus si c'était à Oula. Non, c'était le Tour de l'Algarve où il avait été bon sur l'étape 2, même s'il avait un peu explosé. 3e de la Fondrome Classique également, 2e de Milan-Turin, 9e de la Classique à Rennes où il avait été également animateur de la journée. Il sera également du côté de Milan-San Remo. Il se montre. Et il se montre pour avoir un rôle plus important dans l'effectif. Je parle souvent de hiérarchie, mais c'est vrai que dans des grosses structures comme Visma, les hiérarchies c'est important. Ben Tullet, vous voyez, il a 23 ans, donc c'est-à-dire à peu près un petit peu plus vieux pour moi que Ken Uijtdebroek. Forcément, il y a des places à prendre. Et puis c'est un coureur qui est en fin de contrat. Coureur qui était chez Ineos notamment, il a déjà fait 3 équipes. Donc du côté de Visma, est-ce qu'on va essayer de le renouveler ou est-ce que d'autres équipes pourraient être attirées? Pourquoi pas un retour au pays du côté d'Ineos? C'est sûr que des jeunes coureurs comme ça, talentueux, ils n'en ont pas forcément 150 000. Ils ont misé parfois sur des mauvais chevaux. Mais pourquoi pas également d'autres structures qui pourraient être intéressées par un coureur de ce type et qui auraient d'autres coureurs en fin de contrat.
Ça peut être intéressant à Ben Tullet, hein. On pourrait se dire, par exemple, chez chez Jaiko Alula, avec un Dunbar peut-être, ou avec d'autres coureurs qui sont un peu partis. Mais ça pourrait être intéressant pour des formations qui n'ont pas forcément de leader. On pourrait penser à la Cofidis. Par exemple, c'est sûr que là tu peux avoir un leader, au moins pour des courses d'une semaine, ils ont que Dylan Tunt. Par exemple, ça pourrait être intéressant pour Intermarché aussi, parce que Louis Mentis, on sait qu'on arrive un peu au bout, hein, du côté du Sud-Africain. Et un Ben Tullet dans ces formations-là, il pourrait être intéressant. Donc ça sera à suivre quand même Ben Tullet sur le marché des transferts à partir du mois d'août, parce que c'est un coureur qui pourrait être énormément courtisé sur ce marché-là si Wiesmann n'arrive pas à renouveler son contrat et s'il arrive bien à se vendre. Et puis Del Toro, qui m'avait déjà impressionné, je vous en avais parlé vendredi dernier du côté de Tirreno Adriatico, je l'avais trouvé extrêmement intéressant du côté de Tirreno, où je trouve qu'il avait fait vraiment un énorme boulot pour son leader Ayuso, même si Ayuso n'avait pas attaqué ce jour-là. Il avait également été encore performant le lendemain. Bon, Del Toro qui avait été jusqu'à maintenant assez discret sur ses premières courses de la saison, monte en puissance depuis Tirreno, et c'est un coureur qui prend du galon, forcément du côté de UAE. On sait qu'on est sur un crack, on sait qu'on est sur un coureur qui est très intéressant. Il sera du côté de Milan-San Remo pour aider Pogacar. Donc autant vous dire que vu l'équipe qu'on a mis autour de Pogacar, l'idée ça sera de faire un énorme tempo d'Elecci près de ça. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de doute à avoir de ce côté-là. Et c'est vrai que Isaac Del Toro aura ce travail-là. Faudra voir, parce que c'est vrai qu'au bout de autant de kilomètres ça peut être difficile, mais il avait déjà fait Milan-San Remo l'an dernier. Ça sera sa deuxième participation à la classique. Donc normalement il aura un peu plus de repères dans ce type de situation. Mais c'est vrai que Del Toro, sur cette épreuve, il a été vraiment très bon. Première victoire de l'année 2025, puisqu'il avait fait deuxième de la Classica Rennes, où il était revenu vraiment pas loin, mais il n'avait pas réussi à s'imposer. Quatrième victoire déjà chez les professionnels depuis un an et demi. Donc vraiment très très costaud quand même Del Toro. Encore aujourd'hui, parce que Ben Tullet, pourtant il fait une belle attaque quand il passe devant Tobias Allan Johannesson. Mais vraiment quand il accélère Del Toro, ça a été à peu près la même impression que Juan Ayuso sur le Trofeo Leguelia. Il n'y avait rien à faire pour aller contrecarrer ses plans, donc costaud du côté de Del Toro. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve donc, il y a déjà Nocquereux. Je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre en ligne les vidéos entre Nocquereux et Milan-Turin. Et puis surtout, demain, le Grand Prix de Denain. Et puis présentation de Milan-San Remo vendredi. Où on reviendra sur le parcours de la course masculine et pour la première fois de l'épreuve féminine, même si ça me fait un petit peu mal au cul que cette course soit plus courte qu'une étape du Tour de France. Voilà, il y a un petit problème de cohérence au niveau du calendrier de l'UCI du côté des courses féminines. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, et puis donc nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!